Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la web série consacrée à l'acquisition d'une entreprise aux États-Unis. Vous savez que depuis quelque temps, eh bien, le MOSI organise ces web séries sur des sujets très particuliers qui concernent l'internationalisation des entreprises et qui s'adressent aux dirigeants d'entreprises pour les aider à naviguer certains de ces sujets. Et donc là, on parle acquisition d'une entreprise aux États-Unis. C'est évidemment éminemment dans l'actualité avec ce qui se passe du côté de Washington. Nous avions parlé la semaine dernière, il y a 15 jours plus exactement, dans le premier épisode de la question du ciblage et de l'identification. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce premier épisode du replay sur le site du MOSI. Et si vous étiez inscrit, vous l'avez également reçu par email. C'est important parce que certains d'entre vous, malheureusement, à cause de Zoom, ont eu quelques problèmes de son au début de ce webinaire. Donc là, vous pouvez retrouver une version totalement propre et agréable à l'écoute sur, encore une fois, le site lemosi.com. Et nous allons cette fois parler négociation et due diligence. C'est la seconde étape logique après l'identification de la cible. Donc, négociation, due diligence, bref, comment sécuriser son acquisition. Nous avons la chance d'avoir avec nous des experts du sujet qui sont tous spécialisés dans les M&A et notamment ce qu'on appelle les M&A cross-border en anglais, c'est-à-dire les acquisitions transfrontalières, les acquisitions internationales. Et je vais vous les présenter, vous les représenter par ordre d'apparition à l'écran. Valérie Demont, qui est associée du cabinet d'avocats américain chez Parmeline, qui est basé à New York. Et elle est spécialisée notamment dans les fusions-acquisitions transfrontalières. Pardon. Rémi Forjas, qui lui est associé du cabinet d'audit RSM, qui est le cinquième cabinet d'audit et de conseil aux États-Unis, et qui accompagne notamment les groupes français dans le développement de leurs opérations aux États-Unis. Didier Choix, qui est fondateur et managing partner de DDA Company, et qui se partage, lui, entre Paris et New York, qui est spécialiste de l'accompagnement M&A et qui a réalisé de nombreuses opérations représentant à la fois les acquéreurs et les vendeurs dans des secteurs aussi variés que les services financiers, l'industrie, l'aéronautique, la défense. N'hésitez pas dès maintenant à poser toutes vos questions. Il y a un petit onglet en bas de la fenêtre Zoom qui dit raise your hand ou lever la main. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A. N'hésitez pas, on les prendra au fur et à mesure de l'évolution de cette conversation. On essaiera aussi d'en prendre à la fin si on a le temps, puisque ce webinaire doit durer exactement 1 heure. On a fait un petit découpage thématique comme d'habitude et on va commencer par des questions qui ont lié à la culture de la négociation aux États-Unis. C'est évidemment comme toute question de business, il y a des spécificités culturelles, locales sur la façon dont on mène un deal. Alors, je voudrais peut-être commencer sur cette question avec Didier. Vu votre expérience abondante en la matière, est-ce qu'il y a des choses que vos clients français, par exemple, arrivant aux États-Unis pour mener une négociation, des erreurs qui sont parfois faites ou des considérations culturelles qui ne sont pas forcément prises en compte? Oui, et notre rôle, c'est un peu d'éviter justement que ces erreurs soient commises. Une première erreur est bon, quand notre client va rencontrer une cible, c'est d'arriver à un grand groupe. 6 personnes, 7 personnes qui vont arriver. Non, c'est pas comme ça. Je rappelle que nous parlons essentiellement à des PME, des ETI, et donc on va rencontrer un dirigeant qui souvent va arriver tout seul et éventuellement avec son directeur financier. Mais ce n'est même pas sûr qu'il vienne avec son directeur financier. C'est une approche préliminaire. Donc, ne pas montrer il faut montrer de l'intérêt, mais pas trop d'infos non plus. 6 personnes, ça veut dire que je suis vraiment très, très intéressé et quoi qu'il arrive, je vais vous acquérir. Donc, on envoie un mauvais signal. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir de la négociation. Quoi qu'il arrive, il va y avoir de la négociation. Et que si on montre trop d'intérêt au départ,
ben, on se met en position de faiblesse. Deuxième chose, euh, les Américains sont beaucoup plus directs dans la discussion, dans les négociations que les Français en général. D'accord? Ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, mais ils n'ont pas laissé de zone d'ombre dans une discussion. Donc, il faut être prêt à répondre quand ils vont poser une question, quand ils vont de répondre franchement ne pas avoir peur de dire non. Euh, le tout, c'est de bien déterminer dès le départ un périmètre de négociation, c'est-à-dire là où on va faire un deal et qu'il y a des zones qu'on ne va pas dépasser et c'est important de les signaler dès le départ. Voilà, c'est à peu près un peu en tout cas en préliminaire. Valérie, sur cette approche, voilà, on est un peu dans le cliché, mais bon, on sait tous que les clichés ont une part de vérité. Cette approche plus directe des Américains, sans doute, que des Européens, et notamment des Français, c'est quelque chose que vous avez, que vous constatez aussi, vous, dans votre pratique? Oui, oui, j'écho ce que disait Didier, en ce sens qu'au départ, il faut quand même qu'il y ait une certaine focus sur le développement d'une bonne relation avec le vendeur potentiel. Vous ne venez pas juste pour acheter, il faut aussi vous vendre. Et en particulier quand vous êtes une société étrangère qui n'a pas forcément une marque connue le pays où donc bon, bah, vous êtes aussi en opération, non seulement achat, mais aussi en offensive de charme, je dirais. Il faut vraiment arriver à vous vendre quelque part. Et on en avait parlé déjà le séminaire précédent où on parlait de la lettre d'intention et l'approche de la lettre d'intention. Donc, il y a un rôle bien sûr acquisitif, il faut définir le périmètre, etc. Mais il y a aussi un rôle de vente de votre projet vis-à-vis des vendeurs. Il faut vraiment garder ça en l'esprit quand vous bâtissez votre approche à la négociation. Et puis ensuite, une autre grosse différence, je crois, c'est qu'aux États-Unis, l'avocat est beaucoup plus utilisé dans les négociations qu'en France. En particulier, une fois qu'une lettre d'intention est un projet ou après qu'elle ait été signée, l'avocat commence à prendre beaucoup le relais sur une grosse partie des discussions. Il continue à y avoir des discussions financières, business, etc., qui prennent place, mais il y a beaucoup plus de rôle dans la négociation donnée à l'avocat et les clients américains se reposent sur leur avocat pour même engager des discussions plus business et financières par rapport à une pratique européenne. C'est souvent une des questions qui revient pour des Français qui ont fait cette expérience, c'est comment est-ce qu'on met le bon curseur entre je fais les choses moi-même, j'ai des contacts directs et je suis représenté, voilà, j'ai des intermédiaires, etc. Est-ce qu'il y a des règles, des choses qu'il faut à tout prix déléguer à un intermédiaire, que ce soit quelqu'un comme Didier ou quelqu'un comme Valérie? Je ne dirais Alors, pas qu'il y ait forcément quelque chose de préécrit. Je crois que chaque transaction est différente, chaque dynamique est différente. Et donc, il faut vraiment évaluer au cas par cas quelle est la meilleure approche. Mais Didier, je crois que tu allais dire quelque chose. oui, tout à fait. Et j'abonde dans le sens de ce que disait Valérie, c'est qu'un homme d'affaires américain va consulter son avocat très tôt dans le process. L'avocat aux États-Unis est un conseil juridique qui est très apprécié et ça va être la première personne à laquelle l'homme d'affaires américain va parler, ça va être son avocat. En France le dirigeant va plutôt parler à son commissaire aux comptes, à son comptable. Non, l'Américain va immédiatement parler à son avocat. Et ça, c'est important, effectivement. Et deuxième point, oui, on vend un projet. Hein. On ne fait pas une acquisition d'une société, on vend un projet. Donc, c'est important que la relation, il y ait une relation qui soit bâtie autour de ce projet. Du point de vue, encore une fois, de culture et
de compréhension entre des acheteurs éventuellement français et des cibles ou des entreprises américaines. Est-ce que d'un point de vue général, quand on est une entreprise française, on arrive face à des dirigeants d'entreprises américaines qui ont, françaises ou européennes d'ailleurs, qui ont une bonne perception de ce que c'est de l'entreprise française ou européenne en particulier? Est-ce qu'il y a des problématiques d'image comme ça que vous avez vu se jouer ou finalement pas du tout? Euh, Personnellement, je n'ai pas vu je n'ai jamais rencontré de problème du fait que l'entreprise soit française. D'accord. Bon, il y a un discours politique que l'on connaît, il y a des divergences politiques, mais je n'ai jamais rencontré je n'ai jamais rencontré de dirigeant américain qui m'a dit je ne veux pas travailler avec des entreprises françaises. D'accord. Après, la question, c'est est-ce que c'est une grande entreprise? Est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est une PME qui est contrôlée par son dirigeant? Ou est-ce que on parle à une grosse multinationale? Là, là, il y a des divergences. Le dirigeant qui a fondé sa société aux États-Unis, qui l'a développée, etc., s'entendra naturellement beaucoup mieux avec un autre dirigeant qui a également fondé son entreprise et qui la dirige. C'est, quand il s'agit de parler entre un dirigeant de PME ou de TI américaine avec un directeur de fusion-acquisition d'un grand groupe français, ce n'est pas le même discours, ça ne peut pas être le même discours et, les variables de négociation sont complètement différentes. Alors, quand on a établi des discussions, évidemment, très vite vient la question, et c'est notre deuxième paragraphe ou chapitre de ce séminaire, c'est la valorisation, la question de comment, à quel prix, quel est le juste prix, quel est le bon prix. Donc, évidemment, ça vaut dans toute négociation de ce type, quel que soit le climat ou le pays dans lequel on est. La question, c'est qu'il y a des spécificité américaine sur la question de la valorisation. Et peut-être qu'on peut commencer avec Rémi, qui n'a pas encore parlé. On avait parlé la dernière. Alors, d'abord, une question un peu générale. Est-ce qu'il y a des méthodes de valorisation aux États-Unis qui sont privilégiées par rapport à ce qui peut être le cas en France ou en Europe sur les questions de la base, des multiples, etc., etc. Est-ce il y a des spécificités américaines en la matière? Je vais peut-être laisser plutôt Didier avancer D'accord. là-dessus sur l'aspect valorisation pure. En revanche, effectivement, une fois qu'il y a une idée de prix qui est euh, une enveloppe qui est acceptable pour les deux parties, après, il y a de la négociation qui, effectivement, permet de passer de l'enveloppe à un chiffre précis. Et après, et ça fait partie de ce qu'on peut trouver dans les due diligence dont on va parler un peu plus tard, ou de la négo, de comment on structure le prix, où là, effectivement, la manière dont on structure un prix n'est pas tout à fait de la même manière, se fait pas de la même manière forcément en France qu'aux États-Unis, mais on pourra en parler plus en détail. Mais sur l'aspect purement valorisation technique, en disant est-ce que c'est X fois l'EBITDA ou X fois le chiffre d'affaires, je vais laisser peut-être Didier développer, parce que c'est lui qui est au cœur Tec- de l'exercice en tec- général. Techniquement, les méthodes sont exactement les mêmes. On va essayer de déterminer des cash flows futurs et qu'on va actualiser pour déterminer une valeur d'entreprise. D'accord? Et après, les méthodes sont les mêmes. Actualisation des cash flows futurs, on va regarder des comparables boursiers, des comparables de transactions. Les méthodes sont les mêmes. Les ratios peuvent être différents. Une entreprise aux États-Unis, généralement, en termes de multiples, va avoir une meilleure valorisation qu'une entreprise française. Une des raisons pour lesquelles cela existe, c'est qu'en général, les entreprises américaines sont plus rentables que les entreprises françaises, par exemple. Alors, il y a des nombreuses raisons économiques et politiques pour cela, mais la réalité est que les ratios de rentabilité sont plus importants aux États-Unis qu'en France. Donc, les multiples vont être différents, les chiffres vont être différents. Voilà. Donc, valorisation
mêmes méthodes, mais n'oublions pas, on ne se met pas d'accord sur une valorisation, on se met d'accord sur un prix. Et le prix, c'est égal, généralement, c'est une équation, c'est valorisation plus ou moins négociation. Et donc, tout l'art du deal maker, c'est de faire en sorte que ça soit moins plutôt que plus. Voilà. Et c'est la clé. C'est ce qui fait la différence entre un bon conseil et un conseil médiocre. Et de ce point de vue-là, est-ce que les marges de négociation, justement, elles sont de quel côté? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment dans être très créatif sur la structuration d'un deal, par exemple? Est-ce que c'est d'autres points comme ça, Didier, ou... Et il y a de nombreux facteurs. Il y a de nombreux facteurs. Effectivement, la structuration est importante. On en parlera tout à l'heure avec Rémi. La structuration est très importante parce que le vendeur va analyser le prix ou la valorisation en termes de qu'est-ce qui va me rester une fois que le fisc sera passé, enfin, en after tax, hein, après taxe. Donc, il y a tout cela. Bon, et puis après, si le vendeur sait qu'il est tout seul c'est la dernière cible potentielle à acheter, il y a un phénomène de rareté. Donc, il saura il vaut plus cher que s'il y avait 5 ou 6 autres candidats. Et on revient au point que je mentionnais tout à l'heure. S'il a l'impression que l'acquéreur est vraiment, vraiment très, 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 très désireux d'acheter son entreprise, eh ben, le prix va monter. Il aura une attitude beaucoup, parce que il est conseillé également, il n'est pas tout seul. Donc, son conseil, et on espère qu'il ne prendra pas un de nos concurrents pour faire monter la mayonnaise, mais son conseil va lui dire non, tu, tu vends pas assez cher, etc., etc. C'est effectivement un des points. Et puis, il y a d'autres facteurs. S'il voit qu'il apporte vraiment quelque chose à l'entreprise, à son entreprise, à l'entreprise acquéreuse, eh bien, automatiquement, le prix va monter. Et encore une fois, une des façons de contrer ce point, c'est de vendre un projet, de le rendre enthousiaste, de montrer que une fois que l'entreprise sera acquise, peut-être qu'il aura un rôle dans le développement de l'entreprise, peut-être qu'il aura il n'y aura pas trop de synergie de coûts dans la mesure où l'acquéreur ne va pas se débarrasser de toute une série d'employés qui ont été avec lui. Donc, ce sont des facteurs qui jouent. Je voudrais Cet ajouter que aspect, sur j'allais le... dire Pardon, Valérie, vas-y. Je voulais rajouter sur le sujet de la négociation, il y a aussi une différence culturelle énorme entre un négociateur américain et un négociateur français. Les Français ont tendance à être très carrés. Et quand ils s'engagent sur un prix, par exemple, ils n'en bougeront que rarement. Alors qu'un acquéreur américain aura une attitude un petit peu plus souple par rapport au prix. Et souvent, dans les négociations, quand vous êtes en concurrence à plusieurs acquéreurs avec un fonds de private equity, vous verrez bien souvent le fonds de private equity prêt à mettre certains chiffres sur la table, puis après engager un exercice de diligence fiscale, comptable, légale, etc. Et revenir avec toute une série de raisons pour lesquelles le prix devrait descendre. Et ça, on le voit quand même beaucoup avec des négociateurs américains. Et on le voit nettement moins avec des négociateurs français qui, une fois qu'ils se sont engagés sur le prix, auront mauvaise conscience, je dirais, et essaieront de rester fidèles à ce prix. Mais c'est une attitude vraiment différente par rapport à l'engagement. Comme on en avait parlé la dernière fois, les lettres d'intention sont non-binding, donc elles sont non-binding sur le prix également. Et c'est pour ça que vous verrez au niveau des vendeurs américains beaucoup de focus pour OK, on vous donne une exclusivité, mais au bout de 2 semaines, on veut que vous continuez à confirmer le prix, et au bout d'un mois, on veut que vous nous reconfirmiez le prix parce qu'ils sont très craintifs de ce côté-là. Ça surprend toujours, mais c'est parce qu'il y a une tendance chez les acquéreurs américains à renégocier dès qu'ils entrent dans la due diligence.
Alors, une façon, justement, je ne sais pas si on peut appeler ça de la renégociation, mais une façon où les choses, le chiffre final, le prix, qui est ce qui compte, comme disait Didier, change entre le moment où on a déterminé des méthodes de valorisation et ce prix qu'on va mettre sur l'étiquette, c'est notamment la notion d'adjusted EBITDA, donc des EBITDA ajustés. Je ne sais pas si c'est une traduction qui a du sens. On en a parlé la dernière fois un peu, mais Rémi, c'est vrai qu'il y a dedans des choses qui parfois surprennent des Français, parce que dans cette question de retraitement de l'EBITDA, parfois il y a des choses un peu exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Bah, et une différence par rapport aux pratiques ou à quoi il faut faire attention en tout cas aux États-Unis, c'est que, comme on l'a signalé la fois dernière, mais c'est qu'assez souvent les états financiers des sociétés qui sont qui font à acheter sont pas audités, sont même pas revus, donc sont réellement les états financiers quand ils sont établis pour des raisons internes et pour des raisons et pour fiscales. Donc, quand on fait des due diligence, quand on le fait généralement en Europe, où il y a des états financiers audités sur lesquels on peut s'appuyer, on n'a pas trop d'enjeux sur le respect des normes comptables. Aux États-Unis, en fait, vous pouvez recevoir une information où vous ne savez même pas si le chiffre d'affaires qui est déclaré, qui est indiqué, et respecte les normes comptables. Donc, si vous ne savez pas, après, ce que disait Didier, sur effectivement, après, les prix sont sur des bases de cash flow futur, mais si vous savez pas l'historique, si vous savez même pas si l'historique tient la route, vous avez un problème pour qualifier. Vous pouvez faire plein de travaux sur les cash flow futurs, mais si la donnée n'est pas bonne, le résultat ne sera pas très bon. Donc, généralement, dans les due diligence qu'on fait, effectivement, on tient compte de cet aspect pour au moins intégrer, de comprendre les principes comptables suivis, et notamment, on l'avait évoqué, mais des choses qui peuvent exister, dans l'IBIDA, c'est que les Américains alors je pense, il y a deux types d'ajustements sur lesquels ils sont assez favorables, enfin, où il y a régulièrement, c'est tout ce qui est dépenses personnelles ou dépenses non liées au du business. Donc, et plus la société est contrôlée par peu de membres d'une famille, plus vous pouvez avoir ce type de dépenses. J'ai même eu le cas où le compte bancaire était partagé par la famille et la société. Donc après, quand vous faites des due diligence dessus, la société, effectivement, on vous explique qu'il y a toute une partie des dépenses qu'il faut sortir de la comptabilité. Donc ça, c'est une partie de l'EBITDA. L'autre aspect, effectivement, c'est tout ce qui est le concept de non-recurring, généralement des dépenses qui sont one shot, qui sont pour soit un dommage d'assurance, un dégât des eaux ou n'importe quoi. Et ça, et donc l'adjusted EBITDA, généralement, c'est le nom qui va être utilisé, sur lequel on fait le multiple pour une valorisation, euh, même si généralement c'est plus un résultat parce que comme l'a dit Didier, le prix, c'est le résultat d'une négo entre deux parties. Et après, on rationalise en disant, ben, en fait, on arrive à X fois l'EBITDA ajusté ou X fois le paramètre. Et c'est dans la plaque par rapport au standard du marché. Mais je ne crois pas avoir vu une transaction où les deux parties, enfin, toutes les transactions auxquelles j'ai participé, les deux parties se mettent d'accord sur un prix. Ensuite, comment il est payé one shot ou sur plusieurs temps. Mais mais c'est loin d'être. Mais effectivement, la formule, elle est là pour rationaliser ou elle est là pour rationaliser, mais c'est pas elle qui sert comme point Ouais. d'atterrissage de la négo. Alors, Si je peux me permettre, ce qui est important, ouais. c'est de comprendre que le concept d'abus de biens sociaux n'existe pas aux États-Unis. Donc, effectivement, dans les sociétés privées, les gens vivent sur la bête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les sociétés privées ne sont généralement pas auditées comme une société française peut l'être. Il n'y a pas de commissaire aux comptes. Il y a un CPA qui va émettre qui va
les états financiers peuvent être audités, ça j'ai jamais vu dans les sociétés privées. Ils peuvent être review, c'est-à-dire que le CPA a fait simplement une revue sommaire des états financiers qui auront été préparés par la société, où ils ont été à peine compilés, ce qu'on appelle compiled. Donc là, il n'y a absolument rien. Et donc effectivement, le propriétaire va vivre sur la bête. Donc, il faut ajuster, il faut ajuster pour arriver à ce qu'on appelle un EBITDA normatif. Mais enfin, il ne faut pas trop ajuster non plus, parce qu'il va avoir tendance à rajouter beaucoup de choses qui vont faire que la mariée va sembler beaucoup plus belle qu'elle n'est en réalité. Et tout ça, c'est le travail qu'on va faire, nous, en amont, mais surtout que Rémi et ses équipes vont faire ensuite, de s'assurer que l'EBITDA normatif est un vrai EBITDA et pas un fantasme du vendeur. CPA, c'est expert comptable, hein, Oui, pour ceux qui… oui. Voilà, la traduction. Une question un peu en lien avec l'actualité, parce qu'on l'a dit en introduction, évidemment, il y a beaucoup d'intérêt pour des acquisitions aux États-Unis du fait du spectre, qui est un peu plus qu'un spectre maintenant, des tarifs ou de la multiplication des tarifs douaniers qui font que pour beaucoup de boîtes américaines, françaises par exemple, ou européennes qui exportaient vers les États-Unis, bah, la question d'essayer d'avoir de la production directement aux États-Unis et d'avoir des boîtes américaines se pose de manière encore plus prononcée qu'habituellement. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous voyez dans les négociations qui ont lieu en ce moment, dans les contacts que vous avez avec vos clients les uns et les autres en ce moment, des conséquences peut-être inverses du fait de l'incertitude qu'on voit planer sur l'économie américaine, où tout à coup, ben, oui, on a dit il y avait une espèce de grande ruée vers l'or qui semblait se position et de M&A aux États-Unis. Mais là, tout à coup, les choses ont un peu changé ces quelques dernières semaines. Est-ce que ça, vous le voyez déjà, vous, les uns et les autres, dans vos Oui, contacts et dans ce qui se passe? Didier, par oui, on exemple? l'a vu. Oui, on l'a vu. Oui, on le voit notamment dans tout ce qui est pour des deals dans les industries manufacturières. On l'a vu dans l'automobile, on a l'équipement automobile. La question, c'est l'incertitude. C'est ça la question. C'est ça qui crée un problème. Les gens ne savent pas. Donc, quand il y a de l'incertitude, ben, qu'est-ce qu'on fait? On pose le crayon pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et on attend. Mais on l'a vu, effectivement, des deals, des opérations qui ont été suspendues parce que justement, on ne savait pas. C'est dans les services, les entreprises manufacturières, hein, dans l'industrie. Pour l'instant, les services sont, disons, pas trop affectés. Mais on l'a vu, Et ça se dans traduit, 2 cas. Rémi? Dans ce que, pour faire écho à Didier, effectivement, nous, on voit effectivement un peu moins de deals, mais qui sont liés, d'ailleurs, des deals également purement américains, qui sont liés à l'incertitude sur l'économie et sur là où elle sera dans un an, du fait de pas mal de choses. C'est pas lié, mais à tout au moins à mon niveau, aucun impact sur le fait qu'il y a des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Europe. C'est plutôt effectivement l'incertitude économique. Alors, ce qui peut effectivement, les projets sont ralentis. Je n'ai pas le sentiment que les projets sont arrêtés, mais les gens regardent les prix. Est-ce que vu que la bourse a quand même pris un coup, est-ce que ça a un impact long terme ou pas sur la valo? Donc, est-ce qu'on doit mener le deal au prix qu'on évoquait il y a 3 semaines, ou est-ce qu'il est prudent d'attendre un petit peu, un mois de plus, pour voir un meilleur prix? Donc, mais effectivement, si l'économie se ralentit réellement, je pense qu'il y a un nombre de transactions qui vont disparaître, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça soit. Moi, je l'ai jamais vu, même en 2003, quand c'était un peu tendu. J'ai pas vu moins d'opérations entre la France et les États-Unis. Non, je suis assez d'accord avec Rémi. C'est l'incertitude. On ne sait pas ce qui se passe. Bah, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, et puis le troisième jour c'est gris foncé, puis c'est gris clair. C'est ça le problème. Alors effectivement, s'il y a une récession aux États-Unis, ça va créer un problème. Il va y avoir des renégociations, voire des abandons purs et simples.
Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On suspend les discussions, on attend de voir ce qui se passe. Mais avec déjà une pression à la baisse sur les prix ou... Non, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Enfin, nous ne l'avons pas vu. Moi, j'ai une vision un peu différente, mais j'ai vu une recrudescence de l'intérêt étranger vers les États-Unis dans certains domaines spécifiques. Didier, tu le mentionnais, bien sûr, les usines de production, tous les sites de production, l'infrastructure, les équipementiers, etc. Là, je vois une recrudescence de l'intérêt étranger vers les États-Unis et c'est certainement lié à la politique de tarifs, c'est sûr. Par contre, le domestique au domestique, là, effectivement, un très gros ralentissement dans ce qui est pur US. Mais que ce soit les Européens ou les Asiatiques, leur intérêt pour les États-Unis n'a pas décru dans certains domaines, tels que ceux que je mentionnais, et même au contraire, on voit plus d'intérêt dans ces domaines-là. Donc c'est vraiment un paysage mix entre ce qui se passe au niveau purement domestique et ce qui se passe dans le cross-border. Très bien. On va passer à la question des due diligence, je ne sais même pas s'il y a une traduction en français. C'est quoi la traduction en français? Je sais pas, je suis désolé. C'est due diligence. C'est due diligence. Voilà, c'est ça, c'est due diligence. Audit, Euh, audit. donc là aussi, peut-être pour commencer, je ne sais pas, avec Rémi, il y a la question de l'accès aux données, de l'accès à l'information qui permet de baser des diligences normalement. On en a parlé un peu lors de notre première conférence. C'est parfois un peu plus compliqué qu'en France. Les règles sont sans doute un peu plus souples que ce qu'on peut connaître en France. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour une boîte française qui veut acheter quelque chose aux États-Unis de manière générale? Non, je pense pas que ce soit un sujet d'inquiétude, c'est un sujet d'attention forcément, parce que quand on achète quelque chose, il faut quand même savoir si le prix qu'on met, ce qu'on achète, et quand on dit due diligence, effectivement, assez souvent, on bascule sur les due diligence financières, mais il y a quand même des due diligence, enfin, due diligence, ça veut quand même dire connaître la société qu'on va acheter. Donc, en fait, les due diligence financières font partie de ça. Les due diligence fiscales font également partie, surtout aux États-Unis, surtout quand on vient de France, font également partie. C'est un très gros travail. Et après, c'est en lien avec les avocats pour protéger contre les risques fiscaux ou prévenir de comment les opérations peuvent être structurées derrière. Également, nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est tout ce qui est des due diligence liées à l'informatique, les systèmes d'information, sur différents aspects. L'aspect, comprendre l'état des lieux. Est-ce que les gens ont des systèmes qui sont standards du marché, ou est-ce que c'est des systèmes qui reposent sur le développeur qui est là depuis 30 ans? Et vu la typologie des sociétés qu'on évoquait, qui sont des moyennes sociétés, on trouve encore des sociétés où il y a effectivement le système d'information repose sur une ou deux personnes. Et donc, si cette personne part, c'est gênant. Il y a également tous les aspects cyber attack. Donc, en fait, c'est des choses parce que quand vous intégrez une filiale, enfin une société que vous venez d'acheter aux États-Unis sur la plateforme, quels peuvent être les risques d'intrusion. Donc, il y a toute cette partie des travaux. Il y a également de plus en plus qu'on fait. Alors, ça dépend également des secteurs, mais tout ce qui est autour de l'environnement, RSE pour utiliser le mot français, ESG pour utiliser le mot américain, enfin les termes américains. Donc, en fait, due diligence, c'est quand même un vaste mot. Effectivement, les financial due diligence sont celles qui sont les plus apparentes parce que c'est celles qui fondent tout au moins le multiple du prix. Mais on voit assez souvent des ajustements de prix ou des modifications du prix du fait des nécessités d'investissement en IT, enfin de mettre combien il faut mettre d'argent sur la table pour mettre le système à niveau ou pour pouvoir l'intégrer. Il y a le fiscal, évidemment. Et avec Valérie, on a travaillé sur un projet il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement,
le coût de mise à niveau de l'informatique pour l'intégration dans le groupe a eu un impact sur la transaction, sur le prix. Donc, mais due diligence financière, on peut revenir, mais effectivement, il faut faire les états financiers. Vous avez des cash flows futurs, il faut les regarder. Euh, donc, les travaux sont vastes, mais je dirais que les diligences financières, peut-être moins, sont critiques, mais font partie d'un corpus de travail beaucoup plus vaste qu'avant. Peut-être Valérie ou Didier, vous me direz, qu'est-ce qu'il faut prioritairement vérifier lors d'une due diligence aux US, notamment quels sont les points de vigilance particuliers, notamment pour une entreprise française, européenne. Qu'est-ce que vous conseillez en la matière à vos clients? Moi, je dirais que ça dépendra de leur industrie et ça dépendra un petit peu de la cible qu'ils achètent. Mais pour rebondir sur le point de Rémi, même au niveau légal, il y a peu d'informations publiques et donc il va vraiment falloir se reposer sur la cible pour arriver à vraiment confirmer que vous achetez la bonne société, qui sont les actionnaires, etc., etc. Il n'y a pas d'équivalent du registre du commerce et des sociétés. Ça surprend aussi beaucoup les Français. Donc, il va falloir se reposer sur la cible et donc il va falloir déployer des efforts beaucoup plus importants, je dirais, pour arriver à obtenir la même qualité d'information que vous auriez en France, où vous pouvez accéder à beaucoup d'informations de façon indépendante. En ce qui concerne les priorités, bon, bah, les États-Unis sont un pays où les erreurs coûtent très cher. Et donc, quand on approche la due diligence, il faut vraiment identifier un peu quels sont les secteurs à risque en fonction du type de compagnie que vous achetez. Et ça, c'est un travail que nous faisons avec nos clients. Et ça dépendra vraiment de l'actionnariat et du type de société. Si vous allez acheter une société de portefeuille d'un fonds de private equity qui a acheté la société il y a 3 ans, 4 ans, a priori, vous pouvez imaginer, et c'est en général le cas, que la société, elle a passé un exercice de due diligence approfondi et que depuis, le fonds de private equity a géré un certain nombre de problèmes en interne et réglé un certain nombre de sujets parce que leur objectif, c'est de revendre dans les 3-4 ans qui suivent leur acquisition. Et donc, ils vont positionner la société pour qu'elle soit juridiquement, en tout cas à côté légal, de bonne qualité. Après, elles auront les soucis que mentionnait Rémi, de sous-investissement en particulier dans l'année qui précède la mise en vente, parce que le fonds de private equity va arrêter de mettre de l'argent dedans, puisqu'ils vont la vendre. Donc, il y aura ces sujets-là. Si vous achetez une société familiale qui est détenue de la famille depuis 30-40 ans, qui est dans des domaines d'industrie lourde ou qui possède beaucoup d'immobilier, etc., là, vous allez avoir potentiellement des gros sujets de due diligence qui vont ressortir. Et là encore, on va essayer de se cibler sur les points, je dirais, chauds. Alors, quels sont ces points? Bon, bah, il y a tous les sujets privacy et cyber dont parlait Rémi. Pourquoi ils sont importants? Parce que les États-Unis, ce n'est pas un seul pays, c'est 50 États. Quand il s'agit de réglementation sur la privacy laws, donc, il n'y a pas un système, il y en a 50. Et c'est également un pays où il y a beaucoup de class action. Et de plus en plus, on voit des problèmes de class action en domaine de privacy. Autre domaine où on voit des gros sujets sortir, et les class actions, ça veut dire des millions de dollars potentiellement de liabilities. Ce sera dans les domaines de droit du travail, en particulier sur les systèmes de paiement, s'assurer que les salariés ont été payés ce qu'il leur fallait en fonction de toute la réglementation sur les heures supplémentaires de travail, comment on les paye, etc. Et là aussi, ça fait l'objet de beaucoup de class actions. Et c'est un sujet qui n'est pas couvert par les polices d'assurance classiques. Donc là, vous êtes complètement à risque. Donc ça, ce sera un autre gros sujet, toute la partie salariale, paiement des salaires, etc. Est-ce que ça a bien été suivi? Est-ce que c'est bien géré? Parce que là, il peut y avoir potentiellement de lourdes pénalités. Après, autre domaine sensible, ce sera l'environnement, bien sûr. Là encore, vous pouvez avoir de vraies liabilities avec et donc, il va falloir faire beaucoup de travail. En général, quand il y a de l'immobilier, du terrain et des activités, je dirais, industrielles, vous allez vouloir vous accompagner d'experts en environnement qui vont aller faire des tests, qui vont faire des prélèvements, qui vont vérifier qu'il n'y a pas potentiellement de gros risques de ce côté-là.
Un autre domaine où vous pouvez avoir aussi pas mal de liabilities, ça sera tous les domaines des pensions, de tous les plans salariaux, là encore, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau du financement de ces plans d'épargne retraite, des pensions, etc. Là aussi, vous pouvez avoir potentiellement de gros sujets, de grosses liabilities à gérer qui vont affecter peut-être le prix ou en tout cas la négociation, etc. Donc, bon, ça, c'est juste quelques exemples, mais là, c'est vraiment des exemples où il faut passer pas mal de temps et pas mal d'efforts pour s'assurer que vous savez exactement ce que vous achetez et à quel risque vous vous exposez. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, le juridique et fiscal, c'est quand même très, très important aux États-Unis, puisque tout problème va coûter cher. Premier point. Mais il ne faut pas oublier que dans les industries manufacturières, les industries manufacturières, euh, visiter les usines, c'est très, très important. Et c'est ce qui choque la plupart du temps le dirigeant français. On a une culture de l'industrie en France que les Américains n'ont pas forcément. Ils ont tendance à sous-investir dans le manufacturier. Et donc, faire le tour de l'usine, c'est généralement souvent très révélateur. Et ça amène quelquefois à des révisions sur le prix parce que le dirigeant français va nous dire, par exemple, il va falloir que je réinvestisse parce que leurs machines ont 50 ans d'âge et que c'est plus possible. Et c'était, malgré le fait que les États-Unis soient la première puissance économique mondiale, on voit ça souvent dans le manufacturier. Ce que j'ajouterais sur tout ce qui est due diligence, c'est que les due diligence financières, on en a parlé, effectivement, les règles ne sont pas les mêmes qu'en France, etc. Mais néanmoins, c'est des sujets qui sont assez internationaux. Adjusted EBITDA, enfin, la plupart. Quand Oui, on parle de fiscalité, quand on parle de droit sur l'environnement, quand on parle de privacy, non seulement les règles sont différentes entre la France et les États-Unis, si on arrive à le comprendre, mais également la manière de les appréhender, la manière de se couvrir des risques. Alors, Valérie en parlera certainement, mais et c'est là où après, quand on identifie un risque, vu que les contrats se structurent pas de la même manière en France ou aux États-Unis, faut réellement couvrir le risque en utilisant un mécanisme qui fonctionne aux États-Unis plutôt que de garder son ADN français parce que le risque peut être le même, mais on le couvre pas de la même manière. Et ça, c'est des choses là où on voit beaucoup de différences, et c'est là où il est important, à mon sens, d'avoir des experts locaux parce que comprendre réellement comment fonctionne le fisc américain, le droit américain et tous les privacy ou autres aux US, ça, c'est vrai, on ne peut pas l'aborder avec la manière dont on règle ces sujets-là en France. Alors justement, à ce propos des experts, parce que vous dites beaucoup qu'il faut être accompagné, entouré, qu'il faut avoir les bons experts, est-ce qu'au bout du compte, ça coûte plus cher, alors en dehors du prix d'acquisition qui sera, on l'a dit, en général plus élevé, mais est-ce que ça coûte plus cher d'être bien entouré aux États-Unis que ça n'est en France? Autrement dit, est-ce que les Didier, Valérie, Rémi, que je vais avoir besoin d'utiliser et autres experts que je vais avoir besoin d'utiliser aux États-Unis vont représenter une part plus importante du coût d'acquisition que ça n'est le cas en France ou en Europe, Didier. oui, tout à fait. Les services, le coût des services est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. Est-ce que Pour une les boîtes raison. françaises le comprennent bien? C'est difficile à faire comprendre. C'est un message qui est difficile à faire passer. Voilà. Non, je pense que c'est culturel. Les Français n'aiment pas payer pour le service. Ils aiment payer pour quelque chose qu'ils voient, qu'ils peuvent toucher. Mais le service, moi, les avocats sont moins bien payés en France qu'aux États-Unis. Les banquiers d'affaires également et les auditeurs également. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas cut corners aux États-Unis. On ne peut pas. C'est quand c'est il y a le même terme désigne deux sports différents. Le football en France, on est en short et avec un t-shirt et avec des chaussures et puis on joue. Aux États-Unis, quand on joue au football, on a un casque, on a tout un équipement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus violent et on peut se faire beaucoup plus mal. Et ben c'est pareil en M&A. C'est pareil en M&A. Les règles sont différentes
les gens sont beaucoup plus costauds, sont beaucoup plus lourds. Si on fait une mauvaise passe ou on a un problème, ça risque de coûter beaucoup plus cher. Donc, d'où l'idée, d'où l'importance d'avoir les bons conseils et de ne pas essayer de gagner 3 francs 6 sous sur une note d'honoraire. Ça veut dire quoi, ça coûte plus cher? Ça coûte 2 fois plus cher, 3 fois plus cher? Combien ça coûte un Didier, un Valérie ou un Rémi? Alors, quand j'étais responsable d'un groupe, de l'activité fusion-acquisition d'un groupe, quand je modélisais un prix d'acquisition, j'avais une formule qui était relativement simple, coût de l'opération, hein, différents conseils, banquiers, juridiques, tout ça, 5% du montant total de l'opération. 5%, voilà, Aux euh, États-Unis. aux États-Unis. D'accord. En France, c'est bien moins cher. Bon, alors on peut négocier quelque chose, mais c'est 5%, tout inclus, hein, y compris commission d'engagement des banques, etc. Mais c'est ce qu'il faut viser. Super. Avant de passer à la question de la structuration du deal, juste sur ces questions de due diligence est-ce que quand on se rend compte que c'est compliqué d'avoir les infos, que la transparence est assez partielle etc., est-ce que ça doit être, et même si on trouve rien, est-ce que ça doit être finalement un red flag qui doit dire il ne faut pas y aller parce que si c'est compliqué à ce stade-là, bah, ça va, c'est forcément il y a un loup quelque part ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je ne sais pas qui veut, Valérie par exemple. Oui, ben, c'est un red flag, en effet, quand vous avez un vendeur qui refuse de vous donner l'information, qui a un peu une attitude de bully, je dirais, par rapport à vous. Bah, souvent, c'est parce qu'ils ont effectivement quelque chose à cacher. Et donc, pour moi, c'est un vrai red flag. Et après, la question devient, bon, est-ce que vous voulez vraiment vous engager avec ce vendeur? Est-ce que vous voulez vraiment poursuivre? Bien entendu, il y aura toujours des raisons. Le vendeur va vous dire, mais vos conseils vous demandent des choses qui sont complètement folles, c'est trop de travail, ils exagèrent, etc., etc. Mais bien souvent, si vous persistez, si vous allez au bout, vous allez découvrir que oui, ils essayaient de vous cacher quelque chose. Effectivement. Donc c'est un vrai red flag quand vous avez ce genre d'attitude par rapport à un vendeur. Pour illustrer ce que dit Valérie, il y a une dizaine d'années, j'ai fait une opération où effectivement, c'était plutôt du côté juridique, il y avait des choses pas claires sur les propriétés intellectuelles et qui possédait quoi, parce que dans la famille, enfin c'était une famille, il y avait plusieurs sociétés, les noms n'étaient pas clairs, enfin il y avait beaucoup de choses pas claires. Finalement, le deal a eu lieu jusqu'à s'apercevoir après deal que effectivement les propriétés intellectuelles, celles qui étaient intéressantes, n'avaient pas été transférées, ce qui est un peu dommage. Euh, et après, ça a été un petit peu compliqué à remonter le truc. Mais donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un deal quand les choses ne sont pas parfaites, mais effectivement, on ne peut pas les ignorer parce que, et, euh, encore une fois, le droit américain n'est pas comme le droit français. Donc, les manières de se protéger contre des red flags qu'on identifie aux États-Unis, on ne peut pas se dire, bah, dans le contrat. Il doit y avoir des clauses standards dans le droit qui permettent de se protéger. Non, ce qui n'est pas écrit dans le contrat n'est pas écrit dans le contrat. Donc si ce n'est pas écrit dans le contrat, ben, il y a pas le code Napoléon aux États-Unis, sauf en Louisiane. Donc, et ça, c'est ça qui est un peu parfois compliqué à faire percevoir à des Français, c'est qu'on on peut pas revenir à la table de négociation une fois que le truc a été signé. Donc effectivement, ça coûte plus cher en amont avant de signer parce qu'il y a des gens comme nous qui effectivement sont des gens comme Didier sont plutôt les good cops parce que c'est eux qui font en sorte d'apitoyer ou d'amadouer les deux parties, surtout le vendeur. Et nous, on est là pour dire ben voilà tout ce qu'on trouve, voilà les problèmes. Et soit vous les résolvez, soit c'est un ajustement sur le prix. Mais c'est une étape qui est nécessaire. Et j'aime bien l'image de Didier sur le football. Oui, c'est le même mot, mais c'est deux sports différents. Oui. Où on peut se Alors, faire beaucoup plus mal si on ne joue pas bien.
Alors justement, pour finir un peu notre parcours, on a essayé de se protéger avec des due diligence, mais maintenant on a un deal qu'on va structurer là aussi pour essayer de sécuriser ce qui va se passer après et l'exécution. Donc là, est-ce qu'il y a là aussi, bon évidemment ça vaut, c'est universel, mais est-ce qu'il y a là aussi des spécificités américaines quand on pense protection dans le cadre de la structuration d'un deal, on pense à ce qu'on va mettre en termes de garantie de passif, par exemple, mais il y a maintes autres façons de structurer un deal pour ce faire. Est-ce que la garantie de passif doit être au cœur de ça? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est au contraire un concept dont on exagère l'importance, par exemple, pour commencer? Qui veut prendre ça? Moi, je pense que la garantie de passif est très importante, ce qu'on appelle les reps et warranties chez nous, parce que comme le disait Rémi, effectivement, si c'est pas dans le contrat, vous n'avez aucun recours, à part la fraude. Et la fraude, pour la prouver, c'est pas toujours évident. Donc, il faut vraiment que tout ce que vous vouliez soit dans le contrat. Donc, vous avez des contrats américains qui font facilement 100 pages pour une toute petite acquisition. Ça aussi, c'est toujours difficile à faire accepter aux parties, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur. Ils ne comprennent pas pourquoi nos contrats font 100 pages. Ils font 100 pages parce que si ce n'est pas dans le contrat, vous n'avez rien. Et donc, vous allez avoir des reps et warranties qui vont être également très, très longues, qui vont faire peut-être 20 pages ou 30 pages. Ça dépendra de ce que vous achetez et dans quel niveau de détail vous voulez aller. Bon, ça, c'est vraiment un travail d'exercice pour pousser le vendeur véritablement à réfléchir à vos demandes et à vous assurer que vous avez toute l'information que vous souhaitez. Et s'ils n'ont pas disclosé, si vous n'ont pas donné l'information et qu'ils ont violé leur représentation, vous voulez avoir un recours en indemnité contre eux. Ensuite, vous allez vouloir sécuriser ce recours, c'est-à-dire que vous voulez vous assurer d'avoir le moins possible l'obligation d'aller vraiment poursuivre un vendeur. Donc, vous voulez aller avoir, soit vous allez négocier des réductions de prix pour prendre en compte le risque, soit vous allez négocier des systèmes d'escrocs pour sécuriser, soit vous allez mettre en place des earn-out qui sont très, très communs quand même aux États-Unis pour vous assurer, si vous avez des doutes sur la valorisation du business en fonction des investissements faits, etc., etc. Et puis, un outil qui est très, très utilisé aux États-Unis, c'est presque la norme maintenant dans la plupart des diligences et des deals, c'est d'avoir la Rep and Warranty Insurance. Donc, c'est une police d'assurance qui va garantir et se substituer aux vendeurs, en fait, pour garantir les Reps and Warranties qui ont été effectués. Et donc, ça, c'est un outil qui est très, très favorisé ici parce que ça permet aux vendeurs de se désengager suite au closing et de se protéger contre tout recours en indemnisation. Et c'est l'assureur qui se substitue au vendeur pour être l'objet du recours s'il s'avère que ces représentations des warranties ne sont pas correctes. Alors, ça veut dire aussi, pour en revenir au système de coûts, que ça rajoute beaucoup au coût en amont parce que l'assureur va vouloir que vous ayez fait une due diligence extensive et l'assureur va avoir ses propres avocats que l'acquéreur va devoir payer. Et les avocats de l'assureur vont vouloir faire eux-mêmes leur propre due diligence. Donc, vous avez des coûts de deal qui sont beaucoup plus importants quand vous mettez en place les Reps and Warranty Insurance. Alors, ces Reps and Warranty Insurance, elles couvrent les Reps and Warranties. Elles couvrent également aux États-Unis les pre-closing tax, donc les impôts qui auraient dû être payés pre-closing qui n'ont pas été payés. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment très utile pour un acquéreur. Mais bon, là encore, voilà, c'est un process. Il y a de la due diligence beaucoup plus poussée, il y a des coûts de transactions qui sont beaucoup plus poussés. Et si vous êtes dans un système où vous achetez et votre vendeur est un fonds de private equity, de toute façon, il va falloir y passer. Parce que de nos jours, les fonds de private equity refusent de vendre à qui que ce soit s'il n'y a pas de Rep and Warranty Insurance en place. Parce qu'eux, ils veulent pouvoir récupérer leur cash au closing et distribuer leur cash à leurs investisseurs, fermer le fonds. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est un élément supplémentaire dans le deal. Quand vous achetez d'un stratégique ou quand vous achetez d'une famille, éventuellement, vous pouvez éventuellement vous passer du produit. Mais si vous achetez d'un investisseur financier, vous ne pourrez pas vous passer du produit. J'ajouterais Vas-y, ce Rémi. que je rajouterais à ce que dit Valérie, c'est également, alors du côté des fonds privés, tout à fait, et également en fonction de quel est le vendeur, si c'est un grand groupe
un grand groupe américain, les reps and warranties, on est à peu près sûr de pouvoir les récupérer si le risque s'avère. Si c'est une famille qui vend sa société de 30 millions et que vous avez un risque à 5 millions, il n'est pas sûr que lorsque le problème va se révéler 2 ans, 3 ans plus tard, et que vous allez, enfin si la rep a cette durée-là, et que vous allez chercher, que l'argent sera toujours là. Donc il y a également avoir des reps et warranties, enfin des garanties de passifs qui sont sur le papier sont très belles, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre non plus tous les risques et substituer en disant bah ok, j'ai identifié le risque, on met dans la garantie de passif, on met un montant et tout ira bien. Il y a également un aspect pratique, c'est est-ce qu'on peut les récupérer? Et si vous engagez un avocat pour faire des poursuites auprès des gens, quelqu'un qui n'est pas solvable, bah on a des garanties de passifs et d'où effectivement le développement des assurances sur ces sujets-là, parce que ça protège effectivement l'acheteur est sûr de pouvoir être indemnisé. Dans mon expérience, les trois phases les plus critiques dans une négociation, c'est un, négociation du prix, deux, négociation de la structuration, la structure du prix, ça, hein, enfin, c'est même un A, un B. Deux, la durée qu'on a pour les due diligence, c'est-à-dire généralement la durée d'exclusivité. Et la troisième partie, qui est la plus critique, où là, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, c'est la négociation de la garantie de passif, les representation and warranties. C'est la partie clé et c'est généralement et c'est ce qui arrive en fin de négociation. C'est ça le problème. On commence à être fatigué. Tout le monde a beaucoup travaillé et tout ça. Et c'est là que ben, il faut, oui, ligne à ligne, il faut négocier. Euh, Qu'est-ce que je garantis? Premier point. Et qu'est-ce que je mets de côté justement pour la garantie? C'est les warranties. Hein. Il y a le representation, le vendeur certifie que, et oui, mais voilà, qu'est-ce que vous allez accepter? Combien je mets d'argent en escroc pour garantir ce que vous m'avez certifié? Alors, Valérie parlait tout à l'heure de earn-out. Je pense que c'est complément de prix, on dit en français. Oui, oui. Si j'ai bien compris, c'est quand même plus souvent utilisé dans un contexte américain que ça n'est peut-être le cas en France, même s'il y en a de plus en plus, je pense. Mais est-ce que, parce que c'est une manière de se protéger aussi, le earn-out, c'est aussi une manière, bah, évidemment, par définition, de reporter une partie du prix dans le futur. Euh, que- Ça pose aussi des questions de relations post-deal. Donc, comment est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a des manières de faire pour gérer un earn-out sans générer de conflit? Justement, est-ce que c'est une question qui se pose au moment où vous faites les deals, Didier, par exemple? Oui, ça fait partie de la négociation sur le prix. Et alors, bah, l'argument que vous avez, c'est que effectivement, parce que le vendeur, évidemment, va vous promettre monts et merveilles, et vous allez lui dire, oui, mais attends, tu as fait ça, etc. Donc, la clé d'un bon earn-out, c'est premièrement, alors, qu'est-ce qu'un bon earn-out? Un bon earn-out, c'est celui qui va permettre de payer plus tard, mais c'est aussi ce qui va permettre de motiver le vendeur pour qu'il y reste et pour qu'il gagne son earn-out. C'est ça, c'est clé. Alors, son argument va être de dire, oui, mais une fois que j'ai vendu, c'est vous qui allez tenir le crayon, donc c'est vous qui allez me dire combien j'ai gagné, etc., etc. Donc, il y a toujours un débat là-dessus. Donc, ce qui est important pour nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est que l'earn-out doit être sur une période courte, la plus courte possible, 2, 3 ans maximum, et basé sur des critères qui ne sont pas discutables. On peut pas baser un earn-out sur un cash flow, sur un résultat net, sur quoi que ce soit. Il vaut mieux monter dans le compte de résultat. Plus on monte dans le compte de résultats, c'est-à-dire que par exemple, on va le baser sur un chiffre d'affaires plutôt que sur un résultat opérationnel, moins on aura de problèmes dans l'avenir.
il faut se rappeler que une fois que les banquiers sont partis, une fois que les avocats sont partis, une fois que les auditeurs sont partis, l'acquéreur doit vivre avec le vendeur. Le principe de l'earn-out, c'est que le vendeur va toujours continuer à être impliqué. S'il y a des sujets à problème, et c'est sur l'earn-out, eh bien, ça va poser beaucoup plus de problèmes à l'acquéreur qu'au vendeur. Et du coup, l'acquisition ne sera peut-être pas aussi belle que ce qu'il espérait au départ. Et la règle C'est vrai. principale est que si vous ne payez pas le montant maximum de l'earn-out au vendeur, il va en général vous poursuivre. Voilà. Voilà. Donc, c'est Pas de... des conflits, c'est des conflits, c'est un coût parce que ça va vous coûter de l'argent et ce sont des maux de tête. Et c'est pas la finalité de ce que vous recherchez quand vous faites une acquisition aux États-Unis. Et je dirais que le earn-out, si vous avez déjà des opérations aux États-Unis et que en fait l'acquisition c'est un complément, vous voulez réorganiser ou si le earn-out dure 3 ans, ça veut dire que pendant 3 ans, Ouais. pour la raison qui est évoquée par Didier, ça veut dire que vous ne pouvez rien toucher à l'organisation de ce que vous avez acheté parce que le vendeur vous dit Ouais. bah, le earn-out, il est basé sur cette définition. Donc, si vous commencez à fusionner ou à réorganiser les opérations, fermer un site, en ouvrir un autre, etc., bah, vous direz, on ne sait plus la même chose. Et donc, effectivement, le earn-out, en surface, c'est une bonne chose, mais c'est assez compliqué dès lors que c'est une durée. Assez souvent, les earn-out ont une durée qui est, pour que ce soit efficace, ont une durée inférieure à la durée que ça devra avoir pour réellement être efficace, en fait. Euh, Parce que vous voulez pas réduire votre croissance pour une clause de earn-out, en fait. Mhm. C'est un peu, c'est contre-intuitif, mais c'est à ça qu'on peut arriver. C'est que on fige la société parce que le vendeur, on parle dans le cas où le vendeur reste en poste, c'est quand même lui qui, sur le terrain, va gérer les opérations au quotidien. Donc, c'est quand même lui qui a la main sur les choses. Donc, s'il décide d'investir moins, parce que ça peut, ce qui va s'ajuster à la définition du earn-out. Si c'est le chiffre d'affaires, si c'est le résultat net, si c'est en fonction du critère, il va ajuster son comportement pour optimiser ça, Bien souvent, il va négocier dans le contrat que si vous le licenciez, en plus. la clause d'earn-out est automatiquement accélérée et le montant maximum de l'earn-out lui soit payé. Très bien. Eh ben, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle, donc on va devoir arrêter là. Juste une petite question qui nous a été posée sur est-ce que le vendor loan, le prêt vendeur, est quelque chose qui se fait de manière courante ou habituelle aux États-Unis? Alors, Nous voyons de plus en plus Didier? chez nous, oui. essentiellement pour aider les vendeurs à à se rapprocher au niveau du prix par rapport aux acquéreurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une façon de structurer un deal, effectivement, surtout quand les ambitions tarifaires du vendeur sont loin de ce que veut payer l'acquéreur. Le- un crédit vendeur, oui, c'est Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut régler des problèmes qu'un earn-out ne règle pas. Très Donc, bien. Eh bien, on va ça se se fait, quitter là-dessus pour aujourd'hui parce qu'on a dépassé notre heure déjà et on se retrouve dans quelques semaines, dans 2 semaines, qui sera exactement le 10 avril, pardon, pour le troisième webinaire sur cette série acquisition aux États-Unis et il s'agit du sujet évidemment suivant, réussir l'intégration post-acquisition. On verra ensemble, mais aussi avec des témoignages de praticiens de gens, de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont vécu cela sur le terrain. On verra comment il faut faire justement pour vivre cette phase d'intégration le mieux possible, parce que c'est en général évidemment là où les choses se compliquent. Mais on en parlera tous ensemble le 10 avril. Si vous n'êtes pas inscrit encore pour ce troisième webinaire, faites-le. Vous recevrez évidemment par email
le replay de cette session d'aujourd'hui. Vous recevrez aussi par la même occasion les contacts de nos 3 experts qui sont ravis d'étudier vos projets si vous en avez, évidemment. Merci Valérie Demont de Shepard Moline, Rémi Forjas de RSM et Didier Choix de DDE et compagnie. Merci à tous les 3 de cette heure passée ensemble et de vos excellents conseils et avis d'experts sur ce sujet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine fois sur lemossi.com. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.